Mireille Larrette vient de répondre il y a de cela quelques secondes. Bon, écoutez, on va effectivement donc vous proposer d'écouter deux représentants d'Atraxis, association créée en 2017 à l'initiative d'officiers de sapeurs-pompiers, qui a pour objectif de favoriser l'intelligence collective, c'est-à-dire les échanges et interactions entre les personnels des services d'incendie et de secours. Elle souhaite également encourager l'innovation et la digitalisation dans les services d'incendie et de secours, considérant la diversité des profils comme un préalable impératif au développement de l'intelligence collective et l'innovation. Cette association s'engage pour rendre les métiers proposés dans les services d'incendie et de secours plus attractifs et lutter contre les biais de recrutement qui tendent à homogénéiser les profils. Je vous le disais, donc ils sont plusieurs à avoir travaillé sur le sujet, mais deux vont nous présenter maintenant ce qu'ils entendent par effectivement donc innovation managériale et tout ce qui concerne ces questions de diversité. On accueille Julien Fischer et Thibaut Refait, donc deux jeunes officiers de Seine-et-Marne. Voilà, messieurs, bienvenue à bord. On peut les applaudir, vous avez raison. Et ils vont nous faire part donc de leur réflexion avec cette association Atraxis qui a bossé et qui bosse encore sur le sujet. Messieurs, je vous laisse le pupitre, la scène, enfin allez-y, faites-vous plaisir et réjouissez-nous avec de belles nouvelles. Merci François. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer la présentation, je tenais tout d'abord à remercier la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui nous permet aujourd'hui d'être devant vous, mais surtout qui nous permet de nous exprimer sans filtre. Pour commencer la présentation, je tenais à partager avec vous une phrase que j'ai récemment entendue dans la bouche d'un haut fonctionnaire. Cette phrase est intéressante à plus d'un titre. Je vous la livre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les livreurs de pizza arrivent avant les forces de police et de gendarmerie. Point. Si nous souhaitons que dans nos services d'incendie et de secours, nos véhicules de secours VSAV et FPT continuent d'arriver avant les livreurs de pizza, nous devons impérativement prendre conscience des changements profonds qui se sont opérés dans nos organisations et dans notre environnement. Pour commencer la présentation, je vous propose un petit aperçu des changements profonds qui se sont opérés dans notre environnement. Nous ne détaillerons pas l'arrêt Mazak, ce sera fait plus tard dans la matinée. Néanmoins, nous allons nous appesantir un petit peu sur les sujets en lien avec le numérique, car la digitalisation est aussi une des pistes sur laquelle nous travaillons. Je vais vous parler rapidement d'intelligence collective, de big data et d'Uber. Tout d'abord, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est une nouvelle technologie issue du numérique qui permet de prendre des décisions via les algorithmes et en mettant de côté la prise de décision humaine. Alors je ne dis pas que c'est une technologie qui va nous sauver, je dis simplement que c'est une technologie qui va nous permettre d'affronter éventuellement des questions d'avenir. Nous pourrions éventuellement placer l'intelligence artificielle dans la prise en compte de nos bilans simplifiés. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Big Data. Big Data, également un nouveau champ de connaissance du numérique qui permet, en agglomérant des données, d'avoir des indicateurs qui vont faciliter la prise de décision. Actuellement, une initiative est lancée dans le SDIS 91, en partenariat avec Etalab, service du Premier ministre, où deux ingénieurs travaillent sur la prédictivité des interventions sur le risque courant. Là aussi, je ne dis pas que le Big Data va nous permettre de prévoir les interventions à la seconde près. Néanmoins, c'est une évolution technologique qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir évoluer demain. Pour ce qui est du digital, je vais finir avec Uber. L'uberisation de la société est quelque chose qu'on entend un petit peu à toutes les sauces, mais ça concerne aussi les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, plusieurs applications permettent de solliciter un citoyen via son smartphone pour lui demander d'aller délivrer un service n'importe où sur le territoire. Ce service, c'est un massage cardiaque. Cette évolution risque de perturber, ou du moins de faire évoluer, la philosophie dans laquelle nous délivrons du secours. Je ne dis pas non plus que l'ubérisation de la société va révolutionner complètement nos manières de distribuer du secours. Néanmoins, cette évolution, nous devons l'avoir à l'esprit. Toutes ces opportunités que je viens de vous présenter, il faut les saisir comme des opportunités.
et non pas comme des menaces. Mais pour les saisir comme des opportunités, il est nécessaire de revoir nos pratiques managériales et organisationnelles. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être déconnectés de l'environnement dans lequel nous évoluons, d'être hors sol, et de voir, dans un futur plus ou moins proche, les livreurs de pizza arriver avant nos véhicules de secours. Atraxis s'engage donc sur 3 pistes d'avenir pour essayer de rester en prise avec l'environnement qui nous entoure. L'intelligence collective, l'innovation et la digitalisation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'intelligence collective et l'innovation. Je vous présenterai ces 2 concepts très rapidement, et enfin, je donnerai la parole à Julien Fischer, qui, lui, vous donnera des pistes très concrètes pour réussir à mettre en place l'intelligence collective et l'innovation. L'intelligence collective, concept assez simple, assez transparent, qui permet, en agrégeant des capacités intellectuelles et cognitives d'un groupe, de résoudre des problèmes qui sont complexes. Aujourd'hui, et encore plus demain, les problèmes auxquels nos services d'incendie et de secours seront confrontés seront complexes et dynamiques. Maintenant, je vous ai présenté le concept rapidement, je vous propose de vous montrer pourquoi l'intelligence collective est une nécessité pour nos services d'incendie et de secours. Une partie de la réponse est projetée derrière moi. Aujourd'hui, nous constatons une explosion des connaissances disponibles pour les organisations. À titre d'exemple, en 1945, l'ensemble des connaissances disponibles pour les organisations et les individus qui les composent doublait approximativement tous les 25 ans. Aujourd'hui, et en 2020, on nous annonce que le volume global des connaissances, lui, doublera tous les jours. Et donc, cette explosion de connaissances va avoir des impacts majeurs. Tout d'abord, la fragmentation des savoirs et l'hyperspécialisation. Et donc, pour nos organisations, il y aura un réel sujet de l'interdisciplinarité. Et l'intelligence collective va nous permettre d'affronter plus sereinement cette explosion de connaissances. J'ai été très théorique pendant 5 minutes. On va essayer de rentrer plus dans le concret et appliquer ce constat à nos services d'incendie et de secours. Nous avons, de façon très caricaturale, nous en convenons, représenté les pôles principaux de connaissances dont nos SDIS avaient besoin lors de la départementalisation dans les années 90-2000. Nous constatons qu'il y a 3 pôles, sciences de l'ingénieur, sciences du danger et droit public. Et puis on s'aperçoit, sur ce schéma caricatural, j'en conviens, qu'il y a des échanges entre ces pôles de connaissances. Mais on peut comprendre facilement qu'on peut devenir généraliste en maîtrisant un petit peu de ces 3 domaines, ou même un peu plus dans le détail sur ces 3 domaines. Mais si on reporte ce modèle avec l'environnement de demain, nous sommes plutôt sur un schéma qui ressemble à celui-ci. Qu'est-ce que nous voyons sur ce schéma? Eh bien, nous voyons tout d'abord qu'il y a une explosion du champ des connaissances qui vont impliquer nos services d'incendie et de secours. Mais nous voyons également qu'il y a des champs de connaissances qui sont naissants, qui ne sont pas encore identifiés, alors que peut-être certains pourraient être des champs de connaissances d'avenir pour nos organisations. On s'aperçoit aussi sur ce schéma eh bien, que les échanges entre tous ces pôles de connaissances eh bien, sont de plus en plus complexes. Et cette complexité va s'accroître au fur et à mesure des années. Prenons l'exemple du volontariat. Si hier, le recrutement du volontariat était une thématique, certes pas très simple, mais qui finalement, avec un peu de communication, un peu de droit public, on arrivait à trouver des solutions, aujourd'hui, le recrutement du volontariat ne peut pas se passer de sociologie, de marketing, de chronobiologie et d'une multitude d'autres domaines. Et donc, pour être pertinent sur ces nouveaux domaines, il faut faire venir de la compétence qui est sachant et experte. C'est pour ça que nous favorisons la diversité des profils. Maintenant que je vous ai parlé d'intelligence collective, je vais vous parler du deuxième pilier qui est considéré comme nous comme une piste d'avenir,
L'innovation. Alors l'innovation, c'est un concept qu'on entend régulièrement, qui est à la mode. Nous allons vous donner une définition relativement simple. Une innovation, c'est une nouvelle idée qui ne va pas rester bloquée à la machine à café. Et cette nouvelle idée, elle va basculer en réalisation concrète. Et cette réalisation concrète, elle va répondre à les besoins d'utilisateurs. Maintenant, pourquoi l'innovation est une nécessité pour notre organisation? Eh bien, l'innovation va nous permettre d'obtenir des avantages concurrentiels. Nous en avons retenu les deux, et ce sont les deux principaux. Tout d'abord, l'avantage concurrentiel premier, c'est la capacité de l'organisation, grâce à l'innovation, de se positionner en leader sur un ou plusieurs secteurs d'activité. Pour nous, service d'incendie et de secours, la gestion de crise et la gestion des secours. Si nous avons une posture de leadership sur ce sujet, d'autres partenaires, qu'ils soient publics ou privés, se sentiront peut-être moins en mesure de venir se positionner sur les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Deuxième avantage concurrentiel que va procurer l'innovation, c'est la capacité d'attirer des profils dynamiques et innovants. Aujourd'hui, un profil innovant veut rejoindre une organisation innovante. Il ne veut surtout pas rejoindre une organisation vieillissante. Donc si nous sommes perçus par des jeunes, par des moins jeunes, comme une organisation innovante, eh bien ils viendront chez nous. Et ainsi, créer un cercle vertueux, en attirant des profils innovants, notre organisation deviendra innovante. Avant de passer la parole à mon camarade Julien Fischer, je voulais partager avec vous cette phrase de Peter Drucker, qui est un grand théoricien du management du XXe siècle. Je vous propose de lire cette phrase ensemble. Pour Peter Drucker, l'innovation comme l'intelligence collective, ce n'est pas un flash de génie. C'est un travail qui est difficile, et ce travail, il doit être organisé comme une activité régulière de chaque unité de l'organisation et à chaque niveau de management. Concrètement, si nous traduisons cette phrase dans nos organisations, cela veut dire que l'intelligence collective comme l'innovation, ce ne sera pas suffisant de le décréter. Bon les gars, aujourd'hui, il faut être innovant. Bon aujourd'hui, mesdames, trouvez-moi une solution. Non. Il faut que l'intelligence collective et l'innovation soient un vrai projet dans les centres d'incendie et de secours, des petits comme des grands, dans nos groupements, dans nos directions, et également que nos institutions, la DGSCGC, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais également l'ENSOSP, se positionnent sur ces sujets-là. Je laisse la parole à Julien Fischer, qui va vous présenter les 4 piliers fondamentaux qui permettent aux organisations de réussir dans les pistes de l'innovation et de l'intelligence collective. Merci Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter du coup à travers d'exemples très concrets d'organisations privées ou publiques qu'on a été rencontrées, qu'on a étudiées, qu'on a été voir justement un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour essayer de mettre en place l'organisation de ces sujets d'innovation et d'intelligence collective. Donc ces 4 piliers, le premier, je vous le présente, il faut avoir vraiment des espaces d'expression. Je vais vous prendre l'exemple de la Gendarmerie nationale. Alors eux, ils ont créé en fait une plateforme numérique qui s'appelle Wikinnovation, où chaque gendarme, via son intranet, peut s'exprimer sur une idée, sans condition de grade, et ça je tiens vraiment à le souligner, et c'est directement remonté à la direction générale de la Gendarmerie nationale, sans filtre hiérarchique. Car pour eux, toute idée est bonne à prendre. Le bilan de ça, donc depuis qu'ils ont mis en place, 1200 propositions ont été réalisées, 550 ont été retenues, dans un recueil des bonnes pratiques, où chacun peut venir un peu piocher les différentes idées, et 10% ont été généralisés à l'ensemble de la gendarmerie. Quelques exemples. Au début, des choses très simples, comme des ateliers mobiles, pour les petites réparations ou l'entretien courant des véhicules. Ça a juste divisé par 5 le taux d'indisponibilité de leur engin opérationnel. Sur le numérique, une application Genlock, pour la recherche des personnes égarées, que la plupart des SDIS aujourd'hui utilisent d'ailleurs pour ce genre de mission. Ou encore la dernière en date, GenSafe, qui a reçu un prix de l'innovation
et qui a été primé aux ateliers de la performance de la gendarmerie dernièrement, qui n'est qu'autre qu'une application de secourisme. Donc oui, comme vous disait Thibaut tout à l'heure, cet avantage concurrentiel qu'on devrait avoir, par exemple, dans le domaine du secours à personne, de voir ça, Atraxis, ça nous fait poser vraiment des questions. Et en plus, depuis la mise en place, les économies estimées sont de 1 à 3 millions d'euros par an, dans un contexte budgétaire aujourd'hui, pour seulement 25 000 euros d'investissement au départ. Et nous avons juste 250 000 innovateurs potentiels dans nos casernes. Combien d'idées, ça fait 15 ans que je suis sapeur-pompier, combien d'idées sont restées au stade de la machine à café, ou dans les VSAV, ou à l'arrière des fourgons, sans cet espace d'expression qui ne peut pas remonter, ou est bloqué par la voie hiérarchique. Le deuxième point, et ça c'est l'exemple de Gore-Tex, ça fait 50 ans qu'ils font de l'innovation. Gore-Tex crée les espaces de liberté nécessaires à leurs salariés. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau d'innover, mais il faut du temps aussi pour s'y consacrer. Donc c'est vraiment ça, ces espaces de liberté. C'est donner du temps à chacun de pouvoir développer un projet auquel on croit qu'il y a un avenir. Et c'est vraiment ça. Et on peut faire le parallèle rapide avec nous. Alexandre de Fromont, avec la balise Heidi, pour repérer plus rapidement les interventions. Vainqueur du concours Lépine 2017. Samuel Mercier, avec le Medpac, pour préparer le matériel paramédical sur n'importe quel terrain. Vainqueur du concours Lépine 2018. Donc voilà, quand on laisse les gens s'exprimer, on voit que nous aussi, on est capable d'innover. Et en plus, si on donne cette liberté, forcément, on va mettre les conditions favorables pour avoir la créativité. Et l'antagoniste, c'est que ça lutte contre la frustration dans nos casernes. Mais forcément, si on donne du temps, de la créativité, il faut accepter une chose fondamentale qui est le troisième pilier. C'est qu'à travers les essais, forcément on va se tromper. Il faut accepter le droit à l'erreur et valoriser justement ces essais. Pourquoi ? Parce qu'une erreur, à un moment donné, ça deviendra peut-être pour l'organisation une opportunité pour l'avenir. C'est exactement le cas de Pfizer, qui est un laboratoire nord-américain qui, dans les années 80-90, essayait de traiter l'angine de poitrine et l'angor. À travers tous les essais cliniques, ils n'arrivaient pas, ils allaient un petit peu à tâtons. Et ils se sont aperçus, à travers les essais cliniques qu'ils ont pu faire, ils ont créé une petite pilule bleue qui, grâce à ça, tous les hommes sur cette terre peuvent garder leur jeunesse de leurs 20 ans. Comme quoi, boom commercial énorme de notre société occidentale, comme vous le savez aujourd'hui. Forcément, à travers ces essais, et j'en viendrai au quatrième pilier, c'est qu'on va emmagasiner de la connaissance et de la compétence collective dans notre organisation pour nos SDIS de demain. Et il faut avoir une gestion fine de ces connaissances. C'est l'exemple de Tefal, qui a un peu une organisation atypique, aucun organigramme hiérarchique chez Tefal. C'est vraiment des unités de production et de projet totalement autonomes. Par contre, dès qu'ils ont une question sur un projet ou sur quelque chose, ils connaissent à travers une base de données les personnes ressources sur tel et tel domaine qui est compétent dans l'organisation. Nous aussi, chez les sapeurs-pompiers, on est capable de le faire dans notre monde opérationnel. On est capable, à travers nos spécialités, d'identifier les gens compétents. Mais pour tout ce qui est fonctionnel, combien avons-nous de développeurs informatiques à l'arrière de nos engins ou au milieu dans les VSAV? Mais avant tout ça, il y a vraiment un socle. Deux impératifs préalables à tout ça, qui soutiennent ces 4 piliers et qui sont vraiment les plus importants. Le premier, c'est le portage institutionnel. Et c'est vraiment le point commun entre toutes ces organisations. C'est que leur direction soutiennent ces projets d'innovation et d'intelligence collective. Et nous, entre notre direction générale, la direction de nos SDIS, la fédération, l'école nationale, est si difficile pour nous, sapeurs-pompiers, d'avoir ce portage institutionnel fort pour mettre en place ces politiques d'innovation et d'intelligence collective? Et le deuxième, pourquoi on s'engage? C'est vraiment la diversité des profils qui est le préalable à tout autre. Pourquoi?
Parce que si vous mettez autour de la table des gens qui viennent du même univers, qui ont les mêmes références, qui ont les mêmes codes, qu'on a mis dans le même moule depuis tout petit, forcément, face à une problématique, on va attaquer sous le même angle d'attaque, cette problématique. Et en plus, la conséquence de ça, c'est que vous créez la pire des choses dans une équipe, c'est-à-dire un phénomène de concurrence entre les personnels. Par contre, si on arrive à attirer des profils divers, on va élargir notre spectre de connaissances dans notre organisation. Le premier bonus de ça, c'est que forcément, les connaissances vont exploser et nous aurons beaucoup plus de choses dans les différentes thématiques que vous a présentées tout à l'heure Thibaut, qui pourront être faites. Et le deuxième bonus, c'est que les interactions entre tout ça va permettre une nouvelle idée. Forcément, les angles d'attaque face à la problématique seront totalement différents. C'est ça l'innovation. Et pour ceux qui doutent que diversité n'est pas un gage de performance, je vous invite à suivre la petite vidéo qu'on va vous montrer d'un exemple d'un skipper français, Éric Bellion, qui a fait une aventure fabuleuse qu'il va vous présenter au début de cette vidéo. Mais moi, j'aimerais que vous soyez attentifs vraiment à une chose. C'est de faire le parallèle et le lien qu'il y a entre son aventure et le monde de la voile et ce qui se passe au quotidien dans nos centres d'incendie et de secours. Je vous laisse découvrir. En août 2013, j'ai l'honneur d'être le skipper d'un équipage qui s'appelle Team Jolokia. Donc je vous invite à suivre les aventures parce qu'ils sont en ce moment même en mer et continuent de naviguer. Et on vient de finir une course qui s'appelle le Fastnet, une course absolument mythique qui réunit la crème de la voile. Il y a tous les meilleurs pros de la planète. Et on vient de passer la ligne, on est 8e de notre catégorie. Et je vous mets dans la tête un peu d'un pro de la voile qui découvre que cet équipage se jette à l'eau alors qu'ils n'ont même pas gagné. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'eau est à moins de 15 degrés, le vainqueur de la course n'est pas mis à l'eau. Et là, vous avez 12 nanas et mecs qui se jettent à l'eau. Et là, ils découvrent, assez incrédules, que dans l'équipage, il y a des filles, impossible, c'est pas possible. En plus, elles sont pas musclées, elles sont pas grandes, elles sont petites, c'est pas normal. Il y a des seniors bedonnants. Alors là, attends, c'est pas possible, parce que nous, on va à la salle tous les jours, on comprend pas. Il y a un mec qui déplie sa canne d'aveugle, il y a un gars qui monte son fauteuil roulant. Attends, c'est pas possible, on s'est pas fait battre par ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? D'habitude, ce genre d'équipage court des miracles, ça se pointe à la fin, vraiment à la fin de la fin. Et puis vous savez, vous êtes un peu obligé de les applaudir à la remise des prix. Les pauvres petits handicapés ont réussi à finir, etc. Les femmes, l'équipage féminin a réussi à finir, extraordinaire. Et là, d'un regard condescendant, on applaudit tout le monde. Et puis vous avez attendu qu'une chose, c'est la bière du pot. Et là, problème, cet équipage court de miracle, elle vient de leur foutre une tartine dans la tête. Elle vient de les battre. Et là, c'est juste pas possible. On vient de voir que quelque chose de complètement différent pouvait être performant. Cette image, c'est exactement la situation qu'on a dans notre communauté, en France ou dans d'autres pays, et dans les entreprises aujourd'hui. La diversité humaine, ça, c'est dans une case très précise, qui est la case de l'humanisme, du civisme, et puis de la légalité ou de la fiscalité. Dans les entreprises, la diversité humaine, c'est dans le rôle de l'entreprise citoyenne, c'est dans la RSE. Moi, je vous dis que c'est une erreur monumentale, quoi. Ma conviction forte, que c'est la diversité, la différence, c'est du management, et je vais même plus loin, la différence, c'est la clé de la performance. Je vais expliquer. Je vais expliquer en 5 étapes quelle est la méthode pour qu'une équipe, justement, tire de la performance de sa différence. Ces étapes, je les ai mis en place après des années de navigation et de réflexion. Ça a commencé par quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit, qui est que je trouve qu'on est tous absolument obnubilés par l'apparence. Et on est tellement obnubilés par l'apparence qu'on se crée des jugements tout de suite, tout fait, et on ne va jamais voir ce qu'il y a derrière l'apparence. Et j'ai toujours été amené à aller vers les gens un peu différents, que personne n'aimait,
Et dans ma vie d'homme, quand j'ai vu que ce qui me faisait plaisir, quand j'ai découvert ma passion qui était la voile et les bateaux, j'ai voulu mettre cette envie d'aller vers les gens différents avec ma passion de la voile et de la compétition, de la course au large. Et la première chose que ça a fait, cette rencontre, ça a fait un BAM incroyable. La mer est rentrée dans toutes mes idées bien pensantes, dans toute la pitié qu'il y avait en moi, l'angélisme qu'il y avait en moi. La mer a tout lavé. Vous savez, sur la mer, on ne triche pas. Quand vous êtes dans le cœur d'une tempête, il n'est pas question que vous donniez la barre, quand vous allez vous coucher, à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Alors, la diversité, humanisme, civisme, on oublie là, hein, c'est la tempête, quoi. Donc ça n'existe pas. La diversité telle qu'on l'entend aujourd'hui dans notre société, dans les entreprises, ça ne peut pas exister en mer. C'est impossible. Quand on est en mer, on s'intéresse d'abord, non pas à la différence visible, on s'en fout de la différence visible. Ce qui nous intéresse, c'est la ressemblance invisible. On va au-delà de la différence visible pour aller dans la ressemblance invisible. Je m'explique. Je vais pas m'arrêter à ce que je vois de la personne, je vais aller voir en quoi cette personne partage le même sens de l'objectif que moi, a des compétences ou un potentiel qui me va dans mon équipe, a le même sens du respect de l'autre, du respect du leadership, a le même sens de la courtoisie et de la collaboration. C'est ça ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Et donc, ça arrive à la première étape pour tirer de la performance de la différence, c'est oser la différence. Mais oser la différence, c'est justement aller au-delà de la différence pour trouver ce fondamental commun, trouver cette ressemblance invisible. C'est pas quelque chose de facile. Ça demande un acte, ça demande de prendre un risque, de faire 2 pas dans le noir pour aller vers quelqu'un qui ne nous ressemble pas, pour aller voir si, au fond, fondamentalement, il nous ressemble. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et si on est intelligent, en fait, c'est aussi voir les gens qui nous ressemblent visiblement pour savoir si invisiblement ils nous ressemblent. Parce que vous avez des gens qui vous ressemblent parfaitement, mais qui ne partagent pas le fondamental. En fait, est-ce que c'est réellement un risque? Peut-être que c'est justement redevenir intelligent. Quand vous voulez travailler avec quelqu'un qui est différent de vous, la première chose que vous devez faire, c'est lui laisser une part d'expression. Vous devez laisser exprimer sa différence. Parce que si vous le formatez tout de suite, vous perdez le bénéfice de cette différence. Donc la première chose que vous devez faire, c'est lui laisser un droit à l'erreur. Ah là, ça c'est difficile. Surtout sur un bateau. Hein, on a du mal à laisser la barre à quelqu'un. On sait qu'il y a un potentiel intéressant, on sait que la personne a les compétences ou potentiel pour le faire, mais il va faire quelque chose de complètement différent de moi. Donc ça exige une chose, ça exige de se faire confiance pour faire confiance. Mais on découvre quelque chose d'incroyable, c'est qu'en faisant ce risque d'oser la différence, d'oser faire confiance, on innove. Parce qu'on va découvrir une façon complètement différente de faire. Vous savez, pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut accepter de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et ça ne vient que de la personne qui est différente de moi. Vous me suivez? Et donc on redécouvre que l'innovation ne vient que de la contrainte, que de la contrainte. La contrainte vue comme un enjeu d'équipe. Ce fait de chercher la confiance, le fait de laisser la part d'expression à chacun pour atteindre une performance qui est collective, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi tout le monde parle de diversité aujourd'hui? Les politiques, les entreprises, tout le monde en parle, personne n'en fait. Parce que la diversité, la différence, c'est d'abord des emmerdes. C'est d'abord des difficultés. Regardez dans un couple, déjà 2, c'est difficile. Alors quand on est à plusieurs, ça devient compliqué. Plusieurs avec différents référentiels, différents langages. Viser la performance collective, ça demande du temps, ça demande de repenser la performance, le temps de la performance. Si vous voulez de la performance immédiate, oubliez la diversité. Il vaut mieux des clones. Mais si vous voulez de la performance à plus de 6 mois, essayez la performance collective dans la diversité. Parce que la performance collective, elle va toujours augmenter, parce que chacun a le sentiment d'être à sa place, d'avoir été choisi dans l'équipe pour une qualité qu'il est le seul à apporter, et donc vous découvrez quelque chose d'extraordinaire.
c'est que vous commencez à annihiler la rivalité. Mon voisin est là pour une autre raison que moi. Donc j'ai tout intérêt à collaborer avec lui, à lui passer tout ce que je sais pour que l'équipe augmente. Et enfin, c'est la 5e étape, on a souffert ensemble. On a innové, tous ensemble. Qu'est-ce que ça provoque? Le bonheur. Je réinvente rien. Quand vous prenez 2 équipes, une équipe qui va faire une randonnée dans la Beauce et une équipe qui va faire en même temps le Mont Blanc, il y a fort à parier que l'équipe qui a fait le Mont Blanc se cause plus après, plus sur Facebook, va y prendre plus de peau que l'équipe qui a fait la Beauce en 2 jours. Le fait d'être différent, d'avoir à souffrir pour découvrir nos ressemblances invisibles au-delà de nos différences visibles, ça crée une histoire commune qui permet de souder les équipes à jamais. C'est ce que j'ai vu dans mes équipes. Et donc, la proposition que je vous fais, si on prenait notre société comme un équipage, et qu'on se dit qu'en fait, mieux vivre ensemble, c'est peut-être pas le fait de respecter bêtement nos différences visibles, mais plutôt de partir en quête de nos ressemblances invisibles. C'est tout le sujet de Comme un seul homme, le Vendée Globe que je vais commencer le 6 novembre 2016, et donc je vous invite à nous rejoindre. Merci. Merci Eric. Pour conclure, je vais vous rappeler les points fondamentaux de la présentation. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les problématiques sont de plus en plus complexes, où le temps s'accélère, et nous pensons, chez Atraxis, que l'innovation et l'intelligence collective sont 2 pistes d'avenir majeures. Seulement, pour s'engager sereinement dans ces 2 pistes d'avenir, il y a des paramètres préalables. Julien vous les a rappelés, je vais vous les reciter. Tout d'abord, créer des espaces d'expression dans nos organisations. Créer des espaces de liberté pour que chacun puisse s'exprimer. Valoriser les essais et accepter les erreurs. Le 4e, gérer finement les connaissances et compétences de l'ensemble des individus qui composent nos organisations, sans condition de grade. Et enfin, 2 points très très importants qui sont les préalables. Le portage institutionnel, mais surtout, si vous devez en retenir un seul, c'est la diversité des profils qui composent nos organisations. Voilà pourquoi Atraxis s'engage depuis 1 an et demi pour favoriser la diversité dans nos organisations, en rendant attractifs les métiers et surtout en luttant contre les différents biais qui rendent nos recrutements homogènes et endophiles. Comme nous, j'imagine que vous ne souhaitez pas voir des livreurs de pizza arriver avant nos engins de secours. Je vous remercie et bon congrès. Merci beaucoup. Merci à Sylvain, à Julien Fischer, à Thibaut